Bonsoir à tous. Il est 18 heures. On va commencer sans trop tarder parce qu'on a pas mal de choses à parcourir et puis on a dit qu'on prenait 1 heure uniquement, donc on va essayer de pas dépasser. J'espère que vous m'entendez tous, en tout cas. A priori, j'espère. Meetup numéro 6, c'est le dernier de l'année pour la communauté FinOps. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Je vais faire très rapidement en guise de bienvenue. Euh, Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a créé ce groupe Meetup, qui a bien grandi depuis. Beaucoup de gens nous ont rejoints dans l'initiative. On a fait déjà quelques Meetup, c'est le 6e, qui ont réuni pas mal de monde avec des retours clients, des retours d'éditeurs, des retours de boîtes de services. Aujourd'hui, on est presque, peut-être qu'on l'a franchi aujourd'hui, mais j'en suis pas certain. En tout cas, on sera au mois de décembre, j'imagine, autour de 500 membres. Donc, c'est plutôt une belle réussite. On va continuer l'année prochaine. La date n'est pas fixée encore du Meetup 7, mais je pense qu'elle le sera prochainement et vous serez informés via le site. Donc, aujourd'hui, on a deux speakers qui nous ont rejoints pour l'occasion. Tristan Labaume nous parlera du cloud public et de la soutenabilité. Le cloud public est-il green? Une question pleine de mystères. Et Julien De Freitas nous parlera plus opérationnellement d'une stratégie FinOps sur AWS. Donc, moi, je ne vais pas durer plus longtemps dans mon petit speech. Je vous retrouve à la fin des deux discours. Il y aura un petit sondage rapidement à remplir pour savoir si ça vous a convenu et si vous êtes prêts aussi pour témoigner pour un futur meet-up, un petit appel à témoignage. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Tristan. Je te laisse prendre le contrôle. Normalement, on a répété tout ça, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, parfait. Voilà, hop. Bonjour à tous. Écoutez, merci Antoine de cette invitation. Donc moi je suis Tristan Labaume, donc je suis le président de l'Alliance Green IT. Donc l'Alliance Green IT, c'est une association, le 1901, qui fédère aujourd'hui une soixantaine d'entreprises qui sont particulièrement investies dans le Green IT. Alors j'insiste sur le côté associatif, hein, j'ai des activités professionnelles par ailleurs, mais l'idée, il y a plus de 10 ans, quand on s'est regroupé, c'est de dire qu'il fallait démarquer les vraies actions autour du Green IT, donc le développement autour de l'informatique et du développement durable, pour mettre en avant les bonnes pratiques. Et à l'époque, c'était notamment ce qui nous fâchait, c'était de commencer à voir les débuts du greenwashing et de toutes les entreprises qui commençaient à juste mettre un peu de peinture verte sur la porte et dire je fais du green et se contenter de ça. Alors depuis, de l'eau a passé sous les ponts, il y a eu un effet de mode, un effet de prise de conscience, et maintenant on constate qu'il commence à y avoir une vraie réalité derrière tout ça, et que le greenwashing, même s'il existe toujours, existe encore. Donc, au sein de l'AGIT, on regroupe tout un tas d'entreprises qui veulent s'investir. Ce n'est pas forcément des gens qui sont parfaits en termes environnementaux, loin de là. Ce qui nous démarque, c'est plutôt la démarche de progrès général de chacun, et puis chacun apporte sa bribe de compétences et contribue à l'enrichissement de tous, des connaissances de chacun. On est très proche aussi, et c'est important dans notre logique de comprendre qu'on est proche de beaucoup d'organisations, que ce soit le Syntec, l'Institut du numérique responsable, SynovIT, le GIMLEC, France Data Center, Tech in France, etc. Et y compris en Europe et même outre-Atlantique, puisque on a cofondé une association sur le continent nord-américain. Voilà, donc on se targue d'être probablement la plus importante association dédiée réellement sur le Green IT. Voilà, donc nos objectifs, pour bien comprendre, et puis après je vous rassure, je vais vite rentrer dans le vif du sujet, c'est de partager les compétences, de lutter contre le greenwashing, de fédérer les acteurs, voilà, de manière générale, d'éduquer les entreprises et de contribuer au débat public, voilà, de mettre en avant les meilleures pratiques. Et puis surtout, voilà, de partager la connaissance en général, parce que les choses évoluent. Ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai demain dans l'informatique, dans un monde qui est très mobile et qui évolue beaucoup en termes de technologie. Alors,
Le cloud est-il green? Effectivement, ça c'est une question qu'on s'est posée il y a quelques temps et auquel on a voulu répondre parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'idées reçues sur le sujet et que, comme beaucoup, voilà, sans aller jusqu'aux fake news, mais quelquefois il y a des raccourcis un peu rapides et particulièrement dans le secteur du cloud qui est une effervescence, enfin, voilà, en termes de solutions, de technologies, etc., et dans lequel le raccourci, c'est le cloud, c'est dans les nuages, et donc il n'y a pas d'impact. Alors je vais juste préciser quand même un point important, c'est que dans mon propos, il s'agit d'aborder l'aspect environnemental du cloud. Donc, il ne s'agit pas de me proposer sur les qualités intrinsèques du cloud en termes d'exploitation, de coûts, de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon sujet, c'est vraiment juste l'angle environnemental. Donc il faut bien garder ça en tête parce que il ne s'agit pas de, même si par moment vous verrez que je serai assez critique, ça reste sous un angle de vue particulier. C'est notre objet justement pour ne pas avoir de parti pris que de se focaliser sur ce point-là. Et donc l'idée générale, c'était de se dire, ben voilà, une entreprise qui va dans le cloud, de montrer finalement la différence dès qu'on va dans le cloud, est-ce que c'est bénéfique ou pas. Alors, il est important pour bien comprendre, même si c'est probablement assez évident pour chacun d'entre vous, mais bien comprendre les enjeux associés au cloud, qu'est-ce que ça implique, parce que peut-être que pour vous qui me faites la chose de m'écouter, voilà, c'est évident, mais on s'aperçoit que lorsqu'on en parle un peu plus couramment, c'est un peu la tarte à la crème de tout ce qui se trouve ailleurs dans l'informatique qui n'est pas dans l'entreprise et dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc on vous a mis la définition, mais plus exactement en pratique, et ça traduit finalement pas mal de choses en termes d'impact. Ça se définit par quoi? Par des ressources utilisables en self-service et à la demande. Voilà, je veux, je clique, j'ai. J'en veux plus, accessoirement, je peux l'avoir extrêmement facilement. C'est aussi un accès universel, donc qui accède depuis différents types de terminals. Donc ça, c'est un impact évidemment sur les réseaux. Il y a un effet de mutualisation des ressources. Donc lorsqu'on va parler de cloud, et a fortiori de cloud public, là on mutualise les ressources avec des tiers, donc du coup, tant au niveau matériel qu'au niveau logiciel, avec des processus divers de virtualisation ou autres. Mais globalement, voilà, il y a un effet de mutualisation et donc de mise en commun du sujet. Et puis, un point important aussi, évidemment, c'est l'élasticité. Donc, c'est la capacité à dire, voilà, à monter en puissance, en stockage, en calcul extrêmement rapidement, justement parce qu'on s'appuie sur des architectures très élevées de tiers. Et puis que le corollaire de ça, c'est qu'on va mesurer finalement à l'usage, et accessoirement, j'allais dire facturer à l'usage. Ça peut aussi se matérialiser beaucoup comme ça, parce qu'on rentre dans un modèle de facturation qui est bien différent de celui de l'achat dont on peut avoir l'habitude, ou même de la location au sein de l'informatique. Voilà. Et ces caractéristiques spécifiques, elles induisent vraiment de manière particulière certains des bénéfices ou pas que l'on va pouvoir trouver dans le cloud. Je ne veux pas vous refaire l'histoire non plus sur le fait que tout le monde veut y aller, que c'est quelque chose qui va être extrêmement croissant. Et le sujet n'est plus de dire si on va y aller ou pas, c'est quand, comment et combien, enfin dans quelle proportion tout au moins. Alors, globalement, la présentation, elle est organisée comme ça, c'est de prendre les idées reçues et puis de dire, voilà, à partir de l'idée reçue qu'on peut entendre ou qu'on peut concevoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en pense nous. Voilà, une des idées reçues, c'est de dire ça permet d'avoir moins d'équipements. Effectivement, en tout cas, c'est sûr que chez Choix, dans son entreprise, ça permet d'avoir moins d'équipements. Voilà, mais nous, sous l'angle environnemental, quand on dit avoir moins d'équipements, on va regarder globalement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il n'est plus chez moi, l'équipement, il est ailleurs, puisque l'impact environnemental de l'acquisition d'un équipement, c'est de loin le plus gros impact. On considère que la fabrication d'un serveur, ça consomme à peu près 80 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que sa première année d'utilisation. C'est pour dire que le plus important, le plus gros impact, c'est la phase de fabrication. Voilà, puis la phase d'usage et la fin de vie, dans la partie analyse du cycle de vie, qui est importante de considérer pour bien avoir l'angle de vue complet de l'angle environnemental.
Alors, donc, effectivement, si on virtualise, qu'on mutualise, etc., bah, de fait, on se dit qu'on diminue le nombre d'équipements physiques, c'est sûr. Et puis en plus, si on écoute les opérateurs, bah, du coup, ça permet de réduire les coûts d'exploitation, etc. Alors, je ne vais pas dire que c'est faux, mais globalement, on va souvent tomber sur du ça dépend, parce que au-delà de la réalité théorique qui veut qu'on réduise très drastiquement la consommation énergétique, cette réduction et ce gain, il est aussi basé sur le taux d'utilisation du serveur cible. C'est-à-dire si effectivement, si on part de serveurs, pour prendre l'exemple de serveurs virtuels, mais de serveurs qui sont sous-exploités, anciens, et qu'on arrive sur des serveurs qui sont exploités à 100% de leur capacité, effectivement, on va être dans des ratios d'efficacité qui vont être très élevés. La réalité, ce n'est pas forcément ça, puisque derrière, il y a des infrastructures qui sont aussi dimensionnées et j'allais même dire surdimensionnées de manière nécessaire pour contribuer à toute cette capacité. Et puis accessoirement, il ne faut pas oublier que le fait d'aller dans le cloud nécessite aussi une augmentation des besoins télécoms, puisque de fait, on parle d'équipements qui sont en data center, et donc on augmente le besoin en bande passante, et donc en équipement, et même, j'allais dire, même en équipement redondant, parce que c'est bien d'aller dans un data center de très haut niveau, enfin dans des services de très haut niveau en termes de disponibilité, mais comme on génère une très forte dépendance technologique par rapport à ce service, il faut avoir potentiellement des outils, des liens redondants, ou enfin, tout ce qu'il faut pour que la redondance soit vraie de bout en bout. Alors, c'est vrai aussi parce qu'on dit que ça évite copie et stockage inutile. Voilà, on peut avoir tout à un seul endroit, et donc on n'a plus besoin d'avoir les choses de partout, on n'a plus besoin d'avoir tout sur les terminaux, etc. C'est vrai, effectivement, en un sens, on limite ce nombre de... Enfin, on peut, plus exactement, on peut sous réserve effectivement d'une bonne gestion par l'utilisateur, par l'administrateur, voilà, et sous réserve aussi que donc effectivement ces données elles soient structurées, gérées, que les serveurs d'origine sur lesquels éventuellement étaient les environnements, et ça c'est un vrai sujet, c'est qu'ils soient bien décommissionnés. C'est-à-dire qu'on dit donc on va dans le cloud, on fait un gain parce qu'on n'a plus d'équipements d'origine, mais sauf que si on garde les équipements d'origine pour des raisons tierces, autres de secours, etc., ben forcément, le gain, il est déjà bien moindre. Et puis il y a aussi cette facilité à avoir de la capacité de stockage, de calcul, etc., elle est tellement gigantesque qu'il y a un vrai effet rebond, ce qui fait que, de fait, comme c'est illimité, comme on ne voit pas de limite apparente, du coup, on en met potentiellement encore plus. Donc, le fait de ne pas visualiser ça peut faire que, si c'est mal géré, qu'on n'atteigne pas l'objectif attendu. Alors, c'est vrai aussi, le cloud, si on dit, oui, ça réduit l'empreinte de gaz à effet de serre des collaborateurs. Oui, parce qu'effectivement, c'est facilitant pour le télétravail, clairement. Hein, on accède à tout de partout, voilà, donc on n'a plus besoin de se déplacer. Dans la période actuelle, évidemment, tout le monde voit bien à quel point c'est un outil facilitant. Enfin, ce sont des outils, des solutions facilitantes. Donc, dans un monde idéal, on pourrait se dire que effectivement, voilà, on fait que du télétravail. Encore une fois, je me prononce sous l'angle environnemental. On fait que du télétravail. Donc là, effectivement, il y a des gains. Et très clairement, c'est démontré. Après, il y a évidemment des enjeux sociétaux relatifs au télétravail qui font que tout le monde ne peut pas se prononcer comme considérant que c'est la panacée, mais de fait, ça réduit. On considère que l'impact des déplacements d'un collaborateur, c'est de 120 kg d'équivalent CO2 par an du fait de ces trajets. Donc c'est vrai que c'est des choses que l'on peut réduire si effectivement on réduit de facto ces déplacements. Il y a un petit effet aussi qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est l'impact en termes de device, c'est-à-dire qu'on l'a aussi vu avec le télétravail, du coup il y a une plus grosse demande en termes de matériel informatique parce que les collaborateurs ont plus besoin de PC portables, et c'est pas pour rien qu'en ce moment il y a une complète pénurie sur le marché des postes notamment des ordinateurs portables, de caméras, d'un certain nombre d'équipements qui servent au télétravail. C'est bien la démonstration que ce télétravail génère une acquisition d'équipements qui est, je le rappelle,
l'élément le plus impactant en termes environnementaux, donc la fabrication d'un équipement informatique. Donc, oui, c'est vert aussi parce que ça permet de piloter sa consommation d'informatique. Ben oui, on dit comme on peut gérer à la demande, on peut mettre plus ou moins comme on veut, on peut dire c'est extrêmement facile. Voilà, en plus, on facture à l'usage, donc on paye que strictement ce dont on a besoin. Donc ça, sur le papier, c'est tout à fait intéressant et ça peut justifier un contexte très intéressant sous l'angle économique, si c'est bien suivi. Après, on pourra discuter, vous savez très bien le sujet, que voilà, en termes de granularité de facturation, je vous défie dans pas mal de cas de figure d'être capable de prédire votre facture de service cloud quand vous devez payer des secondes de CPU, etc., des paquets entrants ou des paquets sortants. Prédire autrement que par le constat a posteriori ne paraît pas forcément facile. Donc avec un bon suivi, oui, ça peut être optimisé, mais il faut un bon suivi. Et puis quand on ajoute le fait que l'utilisateur n'est pas forcément le payeur, l'utilisateur il n'est pas forcément responsabilisé au fait de ne pas consommer ses ressources au cloud. On dit après tout, on met à disposition un espace de X gigas, dizaines de gigas ou autre, je l'utilise. Je ne serai pas payé moins ou plus selon mon utilisation de ça. Donc, le sujet de la responsabilisation de l'utilisateur peut devenir un sujet pour une bonne performance de sa consommation informatique. Alors ça, c'est un vrai sujet. À côté de on évite l'investissement pour des périodes de pointe. L'exemple typique, effectivement, c'est les sites de e-commerce à Noël. Donc ça, c'est un bon exemple d'activité informatique qui fait une croissance extrêmement élevée et dont, si on devait dimensionner la charge informatique tout au long de l'année, juste en fonction du pic de Noël, effectivement, ça serait un surdimensionnement très élevé. On a l'exemple du site des impôts, la déclaration d'impôts, des moments où ça dure sur des périodes très courtes. Enfin, voilà, il y a plein de services qui sont sur des périodes de temps courtes et pour lesquelles les pics de charge sont dans des proportions très élevées, plus supérieures que le quotidien du reste de l'année. Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet qui est clairement favorable au cloud. Voilà, si tant est que c'est le vrai moment, qu'il y a ce vrai type de pic de charge. Alors, côté data il mutualise les besoins ponctuels de puissance. Alors, oui, effectivement, il y a une mutualisation entre tous les services, entre tous les utilisateurs des services cloud. Donc, sur le papier, oui, il y a cette mutualisation. Par contre, il ne faut pas oublier que cela implique un surdimensionnement extrêmement élevé au niveau des data centers et des services, parce qu'avec le service cloud va un niveau d'exigence, de résilience, de redondance qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte pas d'avoir Teams là dont on se sert qui ne marche plus. Non, c'est pas acceptable d'avoir son mail qu'on veut envoyer qui ne partent pas immédiatement, c'est pas acceptable. Voilà. Mais sauf que pour arriver à tout ça, c'est juste une multiplication du nombre d'équipements, du nombre de services, du nombre de data centers. Quand on parle du stockage, par exemple, il y a un certain nombre de stockages géographiques qui sont pour une même donnée qui va être sauvegardée 4 fois. Donc certes, on est dans un data center efficient et mutualisé, mais sauf que la donnée, pour être bien sauvegardée, elle va être à 4 endroits différents. Donc du coup, on augmente le volume global utilisé. Et puis après, on va aussi au niveau du data center, même si on est sur des data centers extrêmement efficients, on va aussi avoir le cas de la redondance du data center. On est dans un data center qui est d'un niveau de redondance et de type tier 3 ou tier 4, qui a un très bon PUE, etc. Certes, mais par exemple sur le calcul du PUE, qui est l'indicateur de performance énergétique du data center, un des indicateurs, ce qui ne prend pas en compte, c'est la redondance intrinsèque du data center.
prends l'exemple de Google qui va afficher des PUE de 1,1, etc. Donc des très bons ratios, sauf que effectivement, il ne va pas compter le fait que lui, il peut perdre un data center, tout va être sur un autre data center. Donc de fait, il va doubler ou tripler ou quadrupler ces données. Donc voilà. Donc effectivement, donc là, j'ai un petit peu abordé sur l'efficience énergétique des data centers. Très clairement, surtout quand on est sur des sujets de cloud public, les services de cloud public sont dans des grands data centers, donc de très haut niveau de résilience, donc des très bons PUE, et qui sont effectivement bien plus performants que celui que la société lambda, enfin fût-elle une grosse société, il faut être vraiment de très grande taille pour avoir les moyens de construire des data centers du type de ceux qu'utilisent les GAFA notamment. Un gros data center comme ceux qui se construisent en ce moment en région parisienne pour Interxion, c'est des budgets de 100 millions d'euros. Donc c'est sûr que ce genre de choses, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et quand on met ces sommes-là, c'est justement pour avoir des performances énergétiques optimisées, donc une consommation énergétique minimisée autant que possible. Voilà, donc clairement qu'il faut comparer, quand je vous parle de PUE de 1,1, c'est une chose à comparer avec les PUE de 2 ou plus qu'ont la majorité des entreprises finalement dans leur salle informatique ou data center propre. Voilà. Socialement bénéfique, oui, encore une fois, c'est le sujet de l'économie sur les déplacements, de la grande souplesse, de l'équilibre, voilà. Ça reste des sujets assez subjectifs. Hein. Voilà, nous, ce qu'on dit juste, c'est attention, dans tous les cas, qu'on le trouve bien ou pas bien, ça contribue à multiplier le nombre d'appareils informatiques. Et puis ça soulève aussi des enjeux sociétaux, parce que dire on met dans le cloud, c'est quelque part délocaliser une partie du service informatique. Donc voilà, on peut se poser la question de est-ce que c'est l'objet, voilà, quels sont les travers, et vous avez tous probablement été confrontés, enfin certains d'entre vous en tout cas, à des supports externalisés dans d'autres pays. Rien contre ça, dès lors qu'on a le service qui va avec, mais il y a un moment où ça contribue de fait à ce qu'une partie du service soit, sans qu'on le veuille, je dirais presque, gérée dans d'autres pays que la France. Voilà. Après, on peut aussi se dire, tout le monde le dit que c'est voilà. Alors ça, c'est le truc juste qui nous agace, hein, parce qu'effectivement, et je pense à quelques entreprises qu'on a pu côtoyer sur ça, qui disent non, mais c'est écolo, c'est évident, voilà, ils s'arrêtent au sujet de c'est dans les nuages. J'espère que déjà vous êtes bien convaincus que c'est pas le cas, et que c'est pas voilà. En tout cas, ce qui est certain par rapport à ça, c'est que le sujet n'est pas d'avoir une position arbitraire, et c'est pour ça qu'on a des vrais, des faux, ça dépend. On est plutôt sur ça dépend globalement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que sous l'environnemental, dès lors qu'on a une prise de position qui est non argumentée, elle n'a pas beaucoup de sens. Donc un argument environnemental, il doit être renseigné, doit être vérifiable, utile, pertinent, exact. Ça a l'air de rien, mais globalement, si vous regardez pas mal des publicités et autres, vous verrez qu'il y a encore pas mal de greenwashing. Il suffit de voir des simples articles qui disent que tel équipement ou telle solution consomme X fois moins ou autre, mais sans contexte, sans comparatif, sans ordre de grandeur précis, et du coup, globalement, qui s'apparente à du greenwashing. Voilà. Globalement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, le cloud a un potentiel de réduction des impacts environnementaux, donc il ne s'agit pas de dire qu'il est green ou qu'il n'est pas green, en fait. Vous l'avez compris, c'est clairement possible. Et tant mieux, parce que de toute façon, le cloud, il est inévitable. La question n'est pas de dire si on veut y aller ou on ne veut pas y aller. Aujourd'hui, c'est une nécessité dans les faits, on constate, obligé ou pas. Que de toute façon, il y a des facteurs clairement positifs sur l'optimisation des ressources, une fois si vous l'avez, si elles sont bien suivies, mais que ça reste à bien étudier, tant sur les clouds privés avec la sensibilisation aux impacts
au sein des entreprises. Et puis dans les clouds publics, l'explosion des usages des volumes de données du fait de cette illusion d'une capacité infinie qui n'incite pas, voilà, sauf quand, fort heureusement, certains opérateurs se mettent à dire tiens, on vous vendait l'illimité, et puis non, finalement, à partir de telle date, ça sera plus illimité, / ça sera payant. Je vous invite à lire les dernières communication de Google à ce sujet, par exemple, où vous faisiez croire depuis des années que vous alliez pouvoir stocker toute votre vie des photos en illimité. Bizarrement, à un moment, on s'aperçoit que l'illimité n'existe pas. Voilà, c'est un peu une réalité. Et tous les autres sujets sur lesquels ça reste comme ça, soit ça n'existe pas, soit ça va être payant, soit c'est dans les petites lignes où vous ne voyez pas qu'en fait, il y a des limites. Voilà. Donc globalement, on reste positif, c'est-à-dire qu'il s'agit plus de marquer des axes d'amélioration et de pilotage, de suivi, de contrôle, et globalement, on pourra en tirer un profit sous l'angle environnemental, encore une fois, en ayant en tête qu'aujourd'hui, peut-être que les modèles économiques tels qu'ils sont mis en œuvre, ils ne sont pas forcément incitatifs, parce que comme ils ne sont pas très lisibles, et encore moins pour l'utilisateur final, de fait, voilà, dès que le coût il n'est pas impacté, il ne remonte pas jusqu'à l'utilisateur d'une manière ou d'une autre, du coup celui-ci il croit que la ressource est illimitée puisque lui il ne la paye pas. Donc le fait d'avoir des outils de pilotage et de monitoring qui remontent jusqu'au vrai utilisateur peut être un axe qui permette de sensibiliser chacun et de faire en sorte que chacun gère ses données, usages et services. Voilà, je vous invite, si vous voulez, on a fait une petite vidéo, vous tapez le Cloud est-il green sur YouTube Dailymotion, ça dure 2 minutes 24, c'est un truc hyper pédagogique à destination d'un enfant de 10 ans, et ça explique ce que je vous ai dit là beaucoup plus rapidement que moi. Voilà, donc écoutez, je pense que je suis au dernier slide, donc n'hésitez pas à me... Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais peut-être que, Antoine, c'est peut-être à la fin les questions, je ne sais pas, tu me diras. 8h27, alors on a 3 minutes éventuellement pour poser des petites questions. On ne va pas commencer avec trop de retard avec Julien, mais on a 3 minutes de battement, sinon on pourra en reposer à la fin également. Ouais, j'étais pas si mal sur le timing, en fait, finalement. Ouais, c'était bien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut meubler les 3 minutes, en quelque sorte. Oui, moi j'aurais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que, donc François Perticara, je suis chef de produit, je voulais savoir, est-ce que vous savez, ces cloud providers, ils font des outils pour voir notre impact CO2. Est-ce qu'on peut y croire à leurs outils? Est-ce qu'ils sont fiables? Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à la question sur la fiabilité de leurs outils, mais clairement, ce que nous, on constate, c'est qu'il y a une volonté d'afficher les choses qui sont intéressantes à présenter. Et typiquement, ce que beaucoup d'acteurs occultent, c'est la face cachée de l'iceberg, et par exemple la phase de production, la phase de fabrication, qui encore une fois qui est le plus gros impact sous l'angle environnemental. On constate qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se focalisent sur la phase d'usage. Donc si on se base sur ça, certes on regarde la phase d'usage, mais on occulte un pan non négligeable de son impact environnemental. Et je ne parle même pas de la fin de vie qui est non négligeable tout autant et qui est encore moins prise en compte aujourd'hui. Tristan, peut-être pour compléter, bonjour Marc Soherbray, on se connaît par l'Agite. Alors moi, votre pitch est tout à fait passionnant. Il s'avère que j'ai passé 10 ans chez Microsoft et je me suis occupé de la dernière année sur le sujet Green IT et Cloud sur Azure. Pour répondre à votre question, alors je ne suis plus chez Microsoft, donc je vais parler avec beaucoup plus de liberté. Mais pour répondre précisément sur la question sur l'outil, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Azure, vous avez à la disposition une calculette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'informatique que vous avez dans Azure. Et pour le point précis des émissions liées aux équipements, Microsoft est le seul aujourd'hui à communiquer de manière transparente là-dessus et va intégrer prochainement l'impact, ce qu'on appelle le scope 3, donc les émissions liées à la fabrication des équipements, dans cette calculette. Donc ça, c'était sur le sujet de la question de François sur effectivement, est-ce qu'on peut ou pas croire la calculette. Moi, j'ai vu comment ça avait été fait. Effectivement, c'est relativement précis. C'est audité par des organismes externes. Donc, je ne connais pas ce que fait Google ou Amazon, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez Microsoft, c'était plutôt des données fiables. Le point que je voulais aussi mettre en avant, et Tristan, vous l'avez bien mentionné
dans votre pitch, c'est que effectivement le cloud, il faut vraiment regarder dans les petites lignes en fait ce que communiquent les opérateurs. Tous les GAFAM communiquent sur le sujet neutralité carbone. En fait, on communique en général sur la neutralité carbone autour des scopes 1 et 2 des émissions de gaz à effet de serre, donc en fait, ce qui est lié à la consommation électrique directement, et on communique très rarement sur la neutralité carbone du scope 3, donc ce que disait Tristan, les achats de matériaux, de hardware, etc. Et il faut savoir que aussi bien chez Google que chez Amazon ou Microsoft, ça pèse 80% du bilan. Un Microsoft aujourd'hui, c'est 20 millions de tonnes de CO2 par an. Sur ces 20 millions de tonnes, vous avez une grosse proportion, à savoir 12 ou 13 millions de tonnes qui sont liées à tout ce qui est scope 3, donc l'achat des serveurs, etc. etc. Donc c'est effectivement important de regarder dans les petites lignes et de ne pas croire le côté neutre en carbone que tout le monde s'accapare sous réserve, voilà, au profit des énergies vertes et du fait qu'on a été planté quelques arbres à l'autre bout du monde. Ok, super. Je vois que Loïc a levé la main virtuellement, mais il est 18h30 et j'aimerais manager, enfin garder, on va dire, des temps de parole identiques entre nos deux intervenants. Donc je pense que je vais passer la parole à Julien. Après, on peut reposer des questions, il n'y a pas de souci, et continuer. Mais voilà, on va essayer de faire les deux speeches comme prévu dans l'heure impartie. Donc Julien, je prends le contrôle. Prends le contrôle. Slide suivante. T'as pris le contrôle? Ouais, mais j'ai pas les slides qui s'affichent. Ah. Attends, je vais reprendre le contrôle et peut-être que... Ok, moi ça marche. Vas-y, reprends le contrôle pour voir. Petit moment technique. Non, j'ai rien. Bah. Vous les voyez, vous, ou pas? Non. Oui, tout à l'heure, il y avait quelque chose qui s'était affiché. Ouais, c'est quand j'avais repris, c'est bizarre. T'arrives plus à... Voilà, là, il y a quelque chose. Là. Ah, alors attends, bouge pas. Moi, je vois plus rien. Je vais revenir, c'est Teams. Je quitte et je reviens, ce sera plus pratique, je pense. Mais là, nous, on voit quelque chose, en tout cas. Moi, j'ai rien. Bon, faisons comme ça, dans le doute. Moi, pour ma part, j'ai encore l'ancienne présentation. Moi, j'ai construire sa stratégie FinOps sur AWS. Ouais. C'est le transfert du contrôle de la présentation. Non, ça y est, je l'ai attrapé. C'est bon. Bon, je l'ai. Ah, parfait. Et bah, Voilà, super, au top. Je te laisse la parole. Ok, hop, je mets mon petit timer pour respecter le temps. Alors, bah, merci beaucoup pour cette tribune aujourd'hui. Et puis, je suis assez content en fait de faire la transition parce que de ce que j'ai vu de la présentation de Tristan, en fait, il y a beaucoup de ça dépend. Et finalement, moi, mon propos aujourd'hui, c'est de parler de ce ça dépend. En fait, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on construit ou comment est-ce qu'on renforce sa stratégie FinOps. Alors là, ça va être vraiment de façon très très pratique sur AWS. Le but de la présentation, c'est de balayer un domaine qui est super large, de donner quelques bases pour comprendre comment ça fonctionne et essayer de répondre justement à ce ça dépend comment on le fait. Donc je pense que c'est une bonne transition. Simplement en introduction, donc qui je suis? Moi, je suis Julien De Freitas, je suis ingénieur cloud ou architecte, consultant, je fais du recrutement, de l'avant-vente, ça dépend un petit peu des situations, puisque je travaille dans une ESN, mais j'interviens au sein de l'ESN, mais également en mission chez un client. Ça fait à peu près, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'IT. Ça fait plus de 7 ans que je fais du cloud. J'avais commencé avec les premières versions d'OpenStack. Et ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'AWS chez des clients. J'ai bossé chez des grands comptes comme British Petroleum, HSBC, JCDecaux, etc. Et donc aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je travaille dans une société de service, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Clanic à Lyon. On est présent donc sur Lyon, sur Sofia, Antipolis, sur Monaco, Montpellier, Marseille, Bruxelles, Paris et Montréal, et d'autres bureaux à venir. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller sur clanic.com. Et si vous voulez en savoir plus sur moi ou prendre contact avec moi, il y a LinkedIn ou il y a mon micro-site julien.cloud.
Voilà, voilà. Alors, en introduction, je voudrais juste voilà, reposer quelques bases et parler un peu de ce que les entreprises ont eu l'habitude de faire, on va dire, ces 20, 30, 40, 50 dernières années, peut-être pas, mais depuis très longtemps, c'est des investissements sur des infrastructures on-premise. Alors, les investissements sur des infrastructures on-premise, c'est un investissement qui est assez lourd puisqu'on s'engage et on achète du matériel pour qu'il dure en fait dans le temps, généralement sur des horizons de 3 à 5 ans en fonction du support qu'on a sur le matériel. Donc en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait sur ces projets? On fait de la gestion de capacité, on fait un plan, on se dit on a besoin de tant de capacité, on l'achète. Mais malheureusement, ce qu'on retrouve après, c'est que soit on a des ressources qui sont sous-utilisées, donc on a acheté du matériel pour rien, soit on manque de ressources parce qu'on n'a pas prévu suffisamment. Donc c'est assez difficile en fait de prévoir comme ça. Donc souvent il faut racheter du matériel au fur et à mesure. C'est tout un métier hein, que j'ai fait sur plusieurs projets, notamment au début quand je faisais pas de cloud. Mais voilà, c'est vu comme un centre de coût souvent dans les entreprises. Et il y a assez peu de leviers d'optimisation sur ces infrastructures puisqu'on fait du capacity planning. Donc en fait, on se retrouve avec un modèle d'acquisition qu'on appelle du CAPEX sur des bilans comptables et où le coût est prévisible puisqu'on sait ce qu'on va acheter. En revanche, le résultat qui va sortir de ces infrastructures et de l'utilisation de ces infrastructures est relativement inconnu sur la durée. Ce qui est arrivé avec le cloud, ma slide d'après, et ce qui est complètement nouveau pour les entreprises, qui renverse complètement la table, c'est qu'on est passé à un paiement à l'usage, comme le décrivait Tristan juste avant. Donc là, on va utiliser des ressources à la demande et on va payer à la demande. On verra plus tard qu'il y a d'autres moyens de facturation, mais on ne voit pas les slides bloqués sur conclusion. C'est ça Non, alors, non, ça marche. Il faut cliquer en C'est bon haut sur. J'ai vu le même problème tout à l'heure. Il faut cliquer en haut sur là où il y a les nombres de pages. Ah, d'accord. Bon, il y a un petit truc qui Ok. s'est passé, qui est bizarre, mais c'est pas grave. Désolé. On va Bon, continuer. dites-moi s'il y a des problèmes, je m'interromprai. Donc le mode de paiement à l'usage, il a vraiment renversé complètement la situation où là on a des développeurs en fait qui consomment directement des services en fonction de leurs besoins. Par contre, ce que ça a apporté, ce que je trouve assez cool et qu'on va essayer de décrire, c'est vraiment la multitude de leviers d'optimisation des infrastructures et des coûts. Pour optimiser tout ce qu'on fait, avec par contre, le pendant de tout ça, c'est des modèles de facturation qui peuvent être complexes, puisqu'ils vont dépendre de chaque service, de chaque cloud provider, etc., etc. Donc là, on se retrouve sur un modèle d'achat qui est complètement différent, qui est du day-to-day operation, qui est de l'OPEX. Donc on a un coût qui est difficilement prévisible dans le temps, comme on le disait avant, parce qu'on ne sait pas forcément ce que va consommer notre plateforme. Par contre, on va mesurer le résultat de ce qu'on va consommer. Donc ça, c'est vraiment, on a changé complètement les modèles de facturation. Et donc, on se retrouve avec une problématique que le FinOps va nous permettre, en tout cas va essayer de résoudre, c'est comment est-ce qu'on maîtrise le coût d'un environnement où on a un paiement à la demande et qui est mis à disposition directe d'utilisateurs qui consomment du coup en fonction de leurs besoins. C'est toute une problématique qu'il va falloir adresser en entreprise. Juste pour planter un peu un décor, je voulais mettre cette petite histoire et ce background en fait sur ma présentation. Imaginez que c'est lundi matin, au mois de janvier, là, quand on reprendra tous le travail, je crois le 4 janvier. Vous démarrez un nouveau boulot, vous arrivez dans une nouvelle entreprise, et puis on vous a embauché pour mettre un peu de structure, de clarté dans les process, dans tout ce qui se passe, parce que tout a été fait un peu rapidement. Et puis donc vous regardez un petit peu sur tous les projets, les repos, la documentation, les SharePoint, etc., etc. Vous rencontrez les équipes et votre boss vous confie votre première mission dans cette entreprise qui sera de savoir où passent les 150 000 € de consommation AWS mensuelle. Et donc ça, c'est vous à la fin de cette journée parce que vous ne savez pas par où commencer. Donc vous faites quelques recherches sur Internet, vous tombez forcément sur le concept de FinOps et vous regardez un petit peu et vous trouvez toutes ces définitions. Donc, vous allez trouver, voilà, qu'est-ce que permet le FinOps? Ça permet de faire des économies, ça permet de maîtriser les coûts. Quoi d'autre encore? Ça permet de casser les silos, de rapprocher les équipes ensemble pour qu'elles puissent discuter, un peu comme le fait le DevOps.
Ça permet de planifier les dépenses, d'avoir des outils, etc. On trouve beaucoup de choses. Moi, il y a une définition que j'ai trouvée, enfin que j'ai entendue lors d'une vidéo YouTube que je trouvais assez intéressante et simple et qui résume assez bien. Elle a été faite par J.R. Storman, qui est président de la FinOps Foundation. Elle disait que le FinOps, en fait, de façon assez simple, c'est un concept qui permet de tirer le plus de valeur de chaque euro dépensé sur une plateforme cloud. Et je trouve ça assez vrai parce que parfois, on peut résumer le FinOps comme on va réduire les coûts, on va dépenser moins, et en fait, pas forcément. C'est plutôt, moi, je le vois comme un procédé qui va permettre d'ajuster plusieurs paramètres. Alors, ça peut être la disponibilité, la scalabilité, le type de service, la volumétrie, etc., la sécurité. Bon, ça, je ne le conseille pas, mais la sécurité. Donc, c'est plusieurs paramètres qu'on va venir ajuster pour tirer le plus de valeur de sa plateforme qu'on met sur un environnement cloud. Donc ça, c'est pour l'aspect qu'est-ce qu'on va vouloir faire. Donc vous avez toujours ces 150 000 euros qu'il faut trouver. Il va falloir raffiner et trouver d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font. Donc en fait, je vais vous proposer un petit schéma, une petite démarche. Vous pouvez trouver plusieurs frameworks sur Internet. Il y a le framework je crois que c'est FinOps Foundation, FinOps.org, en 3 étapes, qui est assez simple. Il y a le framework aussi qui est très très complet de FinOps.world, qui est, si je ne dis pas de bêtises, en 6 étapes avec différentes stages, qui décrit aussi assez bien les rôles et les responsabilités de chacun dans les équipes. C'est un schéma c'est un modèle qui est très très avancé. Là, je propose un truc un peu entre les deux, assez simplifié, qui va permettre de suivre un process de création de stratégie. Donc le premier, c'est de s'informer, et puis d'informer les autres. Donc c'est de comprendre en fait comment fonctionne la facturation sur AWS. Le premier concept à comprendre quand on fait de l'AWS et du coup du FinOps, c'est comment est-ce qu'on structure ces environnements. Donc sur AWS, on a ce concept de comptes AWS qui sont des environnements logiques séparés les uns des autres. Et dans une organisation, dans une entreprise AWS, on crée une organisation qui est composée de plusieurs comptes qu'on va dédier en fait à des business units par exemple ou à des applications. Et on a toujours un master account qui est le compte qui va porter les paramètres de facturation. Et c'est lui qui va payer la facture. Ça nous permet d'avoir une centralisation en termes de billing, mais ça permet aussi d'avoir une centralisation en termes de visibilité de qui consomme quoi. Donc tous les comptes enfants rapportent leur facturation au compte master en fait. Et ça permet aussi d'avoir un deuxième truc qui est de bénéficier de réduction sur le volume en fait qu'on va consommer, puisque si on a 5, 10, 20, 100, 200 comptes, en fait on va arriver dans des tranches de facturation, par exemple sur du stockage, où on va payer moins, plus on consomme, moins on va payer à l'unité. Donc ça c'est le premier concept à comprendre vraiment de très haut, comment fonctionne cette arborescence de comptes AWS. Root ou master en fait, ça dépend comment on l'appelle. Je vois les commentaires qui arrivent en même temps. Le deuxième modèle de prix à comprendre ensuite, qui est assez basique et fondamental, c'est la facturation des machines virtuelles, des EC2 instances sur AWS. Donc là, on a 7 modèles de facturation, 8 si je devais être précis, parce qu'on a aussi le modèle gratuit. Quand on crée un tout nouveau compte, on a un petit peu de gratuité sur cette partie EC2. Mais là, je m'attarde plutôt sur les aspects qu'on voit généralement en entreprise. Le premier, c'est le paiement à la demande, le on-demand. Donc là, on paye de façon assez simple ce qu'on consomme, tout simplement. Le second, c'est une offre maximum de prix. Donc on a des spots instances. Là, c'est une bourse d'échange en fonction du prix et de la demande d'un type d'instance. On va se dire, moi, je suis prêt à payer tel prix. Et s'il y a peu de demandes sur ce type d'instance, le prix va descendre et je vais pouvoir consommer. En revanche, s'il y a beaucoup de demandes, le prix va remonter. Là, je vais être averti que le prix de l'instance passe au-dessus de ce que moi, je suis prêt à payer. Et donc, mon instance va être terminée. Donc ça, c'est sympa quand on n'a pas de besoin de mise à disposition directe, mais plutôt des batchs, par exemple. Ça peut être utilisé ou sur des environnements de développement. Le second modèle de facturation qui est assez régulièrement utilisé, c'est les saving plans ou les réserves instances. Le saving plan, c'est le nouveau modèle d'engagement de consommation. Donc là, en fait, on dit, je sais que ma plateforme va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et
et on va continuer, on va s'engager sur une consommation d'instances. Donc là, les réserves instances, c'est plutôt pour la partie notamment EC2 et RDS, et les saving plans, donc c'est un nouveau modèle qui est arrivé, si je dis pas de bêtises, milieu de cette année, qui permet de s'engager sur une consommation de compute, et c'est beaucoup plus flexible que l'ancien modèle, et ça permet d'aller sur du lambda, sur du Fargate, sur de l'EC2. Ensuite, on a le schedule instance qui permet d'acheter de la réservation de capacité. Si on sait, voilà, j'ai besoin de capacité à tel moment du mois ou tel jour de la semaine. Donc là, on va s'engager sur une réservation de capacité. Et puis ensuite, les dedicated hosts et instances. Donc là, c'est plus dedicated host quand on a des besoins d'apporter ces licences. Donc là, on va avoir vraiment un matériel dédié pour faire tourner ces machines virtuelles. Et puis ensuite, les dedicated instances, c'est pour garantir que des instances tournent, c'est plus pour des besoins de compliance, qu'elles tournent sur le même matériel physique. Donc là, voilà, j'ai parcouru très très rapidement sans rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Mais là, déjà, on se rend compte que juste pour un service Amazon, on a 7 modèles de prix différents, avec chacun, si on rentre dans le détail, des ramifications assez étendues et un modèle assez complexe. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur le reste parce que je crois que ça fait déjà pas mal de temps. L'autre coût associé aux instances EC2, c'est le stockage en fait. Donc là, on a pareil quatre types de stockage qu'on va pouvoir attacher à des instances EC2, chacune avec une facturation qui est différente, soit sur du SSD GP2 ou maintenant GP3, des instances avec des SSD avec du Provision IOPS, des disques durs traditionnels, soit du Throughput Optimize ou du normal, du Cold HDD. Donc là, pareil, en fonction de ce qu'on veut faire et des besoins, on va pouvoir optimiser ces coûts de stockage. Le stockage S3, de la même façon, en fonction de la qualité de service qu'on va choisir et en fonction de ses besoins, on va avoir une facturation qui va être complètement différente si on fait du standard ou si on fait de l'archivage vraiment complètement cold, sur lequel on est prêt à attendre un petit peu avant de récupérer ces données. Donc là, pareil, il faut comprendre comment ça fonctionne et ajuster ces classes de stockage en fonction de ce qu'on veut faire. Pour un autre type de stockage, la base de données, là je ne rentre pas dans les détails de la facturation, mais sur AWS, bien sûr, on a plusieurs moteurs de base de données disponibles en fonction de ce qu'on veut faire. Et là, bien sûr, il va falloir également aller choisir le bon moteur de base de données en fonction de son use case. Et chaque moteur de base de données va avoir toute une palette de fonctionnalités avec chacune, bien sûr, un coût qui va être spécifique et des modèles de facturation qui vont être spécifiques. Avant-dernier point sur la facturation AWS, le transfert des données. On l'oublie un petit peu parfois. Les données entrantes sur AWS sont gratuites, les données sur la même région sont gratuites. Par contre, quand on est interrégion ou quand on sort vers Internet, là, on va payer son trafic réseau. J'ai un petit schéma après qui explique un peu la complexité du modèle de facturation réseau, donc il date de 2017. Je n'ai pas trouvé de version 2020, je pense que celui-ci est toujours à jour. Mais voilà, ça peut être négligeable, mais il faut toujours le prendre en compte. Et puis le dernier point à considérer, c'est le support. Quasiment toujours. En entreprise, on a besoin de support, surtout quand on fait de la production. Là, on a 3 modèles de support à disposition chez AWS, développeur, business et entreprise. L'activation de développeurs et business se fait par compte. Donc, on choisit, voilà, j'ai un compte de développement, je vais mettre le support développeur. J'ai un compte, par contre, de production, je vais mettre le support business. Et en fait, on va payer soit 29, soit $100 minimum. Et ensuite, on va payer sur des tranches, en fait, un peu comme les impôts. On va payer sur des tranches de la consommation qu'on fait sur ces comptes. Et puis, le dernier modèle, c'est le modèle entreprise, où là, en fait, on est beaucoup plus, sur une application sur l'organisation qui est plutôt à négocier avec AWS en direct, parce que généralement, quand on arrive sur $15 000 de support mensuel, on est vraiment sur une négociation directe avec le fournisseur. Voilà, donc là, j'ai balayé 4-5 services, on en a 160 et quelques sur AWS. On comprend bien la complexité.
On comprend bien la complexité de la facturation, ça avait été dit tout à l'heure par Tristan également. Et puis ce qui est important aussi à faire, nous ce qu'on essaie de faire aussi chez mon client, c'est de comprendre ces modèles, mais aussi de les expliquer. Donc ce qu'on peut faire, c'est des petites sessions pour expliquer soit aux développeurs, soit au département finance, soit aux chefs de projet ou aux personnes qui sont intéressées, comment fonctionne la facturation sur AWS et qu'ils soient en tout cas sensibilisés. La deuxième partie en fait, de notre stratégie, de comment est-ce qu'on va construire notre démarche FinOps, c'est de définir notre stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Ça c'est important parce que c'est pas, comme je disais en introduction, c'est pas juste faire des économies. Est-ce qu'on veut maîtriser les coûts? Est-ce qu'on veut vraiment réduire les coûts? Est-ce qu'on veut être plus performant? Donc ça, on peut le faire au sein de l'organisation, mais aussi, on peut aussi le faire par projet. Est-ce que c'est un projet qui est extrêmement critique et auquel cas, en fait, les coûts, c'est pas forcément la première problématique. Donc ça, il faut vraiment définir par projet et sur l'entreprise quel est le but qu'on cherche à atteindre. Et ensuite, ce qui est intéressant, ce qu'on fait nous aussi, c'est qu'on définit des budgets par projet qui me permettent de suivre dans le temps. Est-ce que le projet reste on track sur le budget? Je vous présenterai quelques outils à la fin pour pouvoir faire ça. Oui, 10 minutes, je sais. Deuxième chose, définir une stratégie de tagging. Donc là, les tags, c'est ce qui permet dans un dashboard de coûts qui permet de filtrer en fait d'où viennent les éléments de facturation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste mentionner qu'il y a des entreprises en fait qui font le pari de ne pas utiliser de tag et de se focaliser plutôt sur la facturation des comptes, puisque le tagging peut parfois être un petit peu compliqué sur certains services, notamment, sur certains services, et il peut être un peu compliqué à imposer en fait. Donc là, voilà, soit du tagging, ou une stratégie de compte. Donc, quand on sait la stratégie qu'on veut appliquer, maintenant, il faut appliquer une gouvernance. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en route cette stratégie. Donc, quels sont les KPI, les mesures qu'on va reporter, quelle est la fréquence des contrôles, les alertes qu'on va remonter, les processus de remediation, s'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut faire, quels sont les dashboards qu'on va créer, et puis aussi, je dirais un peu la comitologie, quelles sont les réunions régulières qu'on va organiser pour que tout le monde participe en fait à cette stratégie FinOps. J'accélère un petit peu sur la fin pour pouvoir laisser un peu de temps aux questions. Quatrième étape, donner de la visibilité. On le disait aussi tout à l'heure, si les équipes qui consomment ne voient pas en fait ce qu'elles payent, comment les responsabiliser, c'est assez difficile. Donc c'est important de s'assurer que chacun ait un accès à un dashboard ou au moins un reporting assez régulier de la consommation des plateformes qu'on utilise. Ça peut être avec un dashboard simple, avec de l'alerting, on montrera un petit peu ce qu'on peut faire après, avec de l'alerting, avec des meetings réguliers. Puis après, on a 3 mécanismes différents. Le premier, c'est le chargeback. Donc, on va refacturer les projets qui consomment sur la plateforme. Ça demande un mécanisme financier au sein de l'entreprise qui n'est pas forcément simple. Le deuxième, c'est le showback. C'est simplement montrer en fait ce que les projets consomment. Et puis le troisième, qui est un peu plus discutable, qui est, on va dire, un peu un genre de leaderboard de qui est le plus mauvais élève en termes de consommation et plutôt même, je dirais, de gaspillage. Donc ça, c'est différentes approches qui permettent en fait de donner de la visibilité et de responsabiliser les équipes de développement. Cinquième et dernière étape, comment est-ce qu'on optimise les coûts de compute? Assez rapidement, choisir la bonne plateforme. Si ma fonction ne tourne qu'une fois par jour pendant 100 millisecondes, ça ne sert à rien d'avoir une machine virtuelle qui tourne 24 heures sur 24, donc je vais préférer du lambda. Voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, bien choisir la plateforme de destination de son application, choisir le bon modèle de prix aussi, comme on l'a vu au début, on-demand, saving plan, etc. Bien comprendre son application pour adapter le modèle de prix du compute, choisir la bonne famille d'instances. Il y a souvent des projets qui font du move to cloud et on fait du 1 pour 1 du data center vers le cloud. Ce n'est pas forcément la meilleure approche. Bien choisir ces instances, utiliser les mécanismes d'autoscaling. Si on ne fait pas d'autoscaling sur le cloud, on n'utilise pas tous les bénéfices et on fait plutôt du hosting. Donc là, bien comprendre les processus de mise à l'échelle et bien les utiliser. Et puis créer des mécanismes de start and stop qui permettent d'éteindre des environnements qui ne sont pas utilisés, notamment les week-ends par exemple, ou la nuit des environnements de dev pour réduire la consommation. Comment optimiser les applications et les infrastructures de manière beaucoup plus générale.
Je dirais que la première étape, c'est de supprimer les ressources qui ne sont pas utilisées. Si elles sont là et qu'elles font rien, ça ne sert à rien de les garder. On a des mécanismes de cycle de vie en fait aussi qui permettent de transitionner et de supprimer des ressources qui ne sont pas utilisées, notamment pour tout ce qui est EBS et S3, qui permettent de transitionner la classe de stockage vers quelque chose de moins cher. Mettre en place des SCP, donc c'est des mécanismes de contrôle au sein de l'organisation qui permettent de mettre en place des garde-fous pour que tout le monde, par exemple, qu'un développeur n'utilise pas une instance qui coûte une fortune parce qu'en fait, dans son catalogue de services, on n'a pas ce genre de choses. Et puis, un truc qu'on fait aussi assez régulièrement, c'est de revoir les architectures avec les projets qui vont sur le cloud pour essayer de bien comprendre quels services sont utilisés, pourquoi, est-ce qu'ils ont leur place, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus pertinent. Hop, rapidement, voilà, j'arrive à ma partie retour d'expérience. Pour vous parler d'un ou deux retours d'expérience que moi j'ai. Alors ça, voilà, ça c'est ce que je vous ai présenté, c'est un peu c'est la théorie. Maintenant, la réalité, je dirais que c'est plutôt ça, en fait, puisque généralement, quand on met en place sa stratégie cloud, on va commencer un petit bout sur l'information, après on va aller faire un dashboard, après on va supprimer des instances qui ne sont pas utilisées, après on va revoir la stratégie avec le boss, etc., etc. Mais j'aime bien quand même garder cette notion de théorie qui permet de donner un cadre. Ça, voilà, ça c'est un exemple d'un projet sur lequel j'avais travaillé. La courbe violette, c'est les ressources qui ne sont pas taguées avec le tag AWS qui permettait de faire du showback en fait. Et puis, en faisant du cleaning et en appliquant des bonnes pratiques, on peut récupérer sur le temps, taguer les ressources et puis après arriver avec une consommation qui est claire. Et au moins, on sait où sont passés les 100 ou 150 000 $ mensuels. Moi, ce qui est arrivé sur ce genre de projet, généralement, la première étape, c'est de définir le tagging. Ça va permettre de créer des dashboards. Ensuite, c'est de créer les dashboards, de faire du reporting, de supprimer tout ce qui n'est pas utilisé, parce que quand on s'en occupe pas souvent, il y a des ressources qui restent là et qui ne font pas grand-chose. Définir une stratégie, revoir les architectures applicatives, s'engager sur des réserves instances, puisque ça permet d'avoir quand même jusqu'à, je crois, 70% de discount. Éteindre des ressources qui ne sont pas utilisées et puis en fonction modifier les instances si elles sont sous-utilisées. Peut-être qu'on peut changer de famille ou baisser la classe d'instance. Autre truc, ça c'est voilà un dashboard de showback qui permettait de montrer aux différentes équipes ce qu'elles avaient consommé dans le temps. Ça c'est un exemple. Hop, on voit plus mon slide. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça rame. Bon, le deuxième c'est un exemple d'email qui était envoyé assez régulièrement pour montrer les instances, les bases de données et les volumes qui étaient peu utilisés, donc qui étaient candidats à être supprimés. Je ne sais pas si... Voilà, c'était celui-ci. Donc ça, c'était un email automatique qui était envoyé toutes les semaines pour sensibiliser les gens à des ressources qui étaient non utilisées et qui étaient candidates à être supprimées. Il me reste 3 minutes, donc ça va aller si vite. Là, j'ai mis les outils. Hop, là, j'ai mis les outils AWS. Donc, on a Cost Explorer qui permet de faire des dashboards. Trusted Advisor qui a une partie finance qui est assez sympa, qui permet de faire des recommandations, notamment sur des instances pas utilisées, sur des bases de données pas utilisées, sur des volumes pas attachés. Les Saving Plan Recommendations, quand on se base sur la consommation, qui fait des recommandations sur quelles ressources on pourrait s'engager pour faire des économies. Les budgets AWS et les Cost and Usage Report qui permettent d'avoir les données brutes de facturation. Et j'ai notamment mis en lien un tutoriel qui permet de faire des dashboards personnalisés avec QuickSight en utilisant ces données brutes. C'est un petit peu compliqué, mais c'est assez avancé, c'est assez sympa. J'ai mis plusieurs infos, je vais en mentionner peut-être deux. EC2 Instance Info, qui est EC2 Instance Info, qui est un site web qui permet, attendez, je vois toutes les notifications, qui est un site web qui permet de voir toutes les instances AWS avec la facturation, de faire du tri, donc c'est assez pratique, que j'aime pas mal. Les AWS Cost Calculator qui permet en fonction de son infrastructure de faire une estimation de budget. Cloudizer qui permet de faire ça aussi, qui est une petite boîte française qui permet de comparer en plus sur différents cloud providers. Et puis j'ai mis en bas Cloudability, CloudHealth, CloudChecker et puis l'AutoCloud dont on a eu une présentation au dernier Meetup qui permettent là de faire vraiment des outils de dashboarding et de reporting FinOps.
Last but not least, mais je vais aller assez vite parce qu'on a eu la présentation avant de Tristan. L'impact écologique, bien sûr, quand on a une démarche et une stratégie FinOps, c'est aussi pour un impact écologique. C'est éviter de gaspiller de l'énergie, éviter de gaspiller des ressources, parce que si on ne les utilise pas, peut-être que si on est 10, 20, 30, 50 entreprises à moins consommer, il y aura peut-être moins de serveurs qui seront créés. Donc, c'est préserver son portefeuille, mais c'est aussi préserver notre planète. Puis, j'ai mis la neutralité carbone, mais là, on a bien compris juste avant que c'était que les coûts de run et pas forcément les coûts de création des matériels qui étaient une part importante, 80% de l'impact. En conclusion, je dirais que c'est un domaine qui est très large. On l'a vu là, voilà, j'ai juste balayé les fondamentaux. On pourra aller vraiment beaucoup plus en détail sur chaque service, sur comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, etc. C'est un processus qui est itératif. C'est pas quelque chose qu'on fait en one shot. Faut vraiment qu'on raffine en fait la démarche au fur et à mesure du temps. Il faut responsabiliser et expliquer les métiers aux métiers et aux développeurs comment ça fonctionne pour que chacun prenne part à la démarche. Les modèles, donc là on a parlé d'AWS, mais enfin, si on va sur Azure, si on va sur GCP, il va falloir aussi comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment spécifique à chaque cloud provider. C'est aussi spécifique à chaque entreprise. La stratégie, elle dépend de la stratégie métier, de ce qu'on veut faire. Et le dernier point qui est pour moi extrêmement important, c'est que c'est un élément clé de toute transformation cloud. Si on ne maîtrise pas en fait ses dépenses et ce qu'on fait sur le cloud, et assez rapidement, on va se retrouver avec des coûts qui s'envolent et un projet qui peut parfois capoter. Je vais passer la fin parce que j'ai fini et j'arrive à mon slide de remerciements. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis mon email, mes emails pro et perso et mes sites pro et perso également. Bon, super, merci beaucoup. Just in time, on n'a pas fait de questions. Je ne sais pas, Julien et Tristan, à quel point vous pouvez déborder un petit peu pour ceux qui voudraient faire un peu de rab. On va essayer. Allons-y. En préambule, je fais juste la dernière slide en préambule pendant qu'on parle un petit peu. Il y a 5-6 questions à répondre sur le meet-up, comme ça vous êtes débarrassés après. Désolé, allez-y. Alors, François Perscara, j'ai une question, c'est par rapport au cloud provider. Donc le FinOps, c'est clair, c'est un axe de travail pour comprendre combien on consomme. Est-ce que ces outils-là, bon, on parle que financier, et bon, généralement la consommation d'énergie, c'est la finance et c'est lié à l'impact CO2. Est-ce qu'ils ont une option dans les outils, là, tous ces fournisseurs, pour nous donner en même temps la consommation, l'impact associé à ça par rapport à leur stratégie d'être... d'adhérer du moins aux contraintes des accords de Paris par rapport à toutes les entreprises. Moi, sur AWS, j'en connais pas, mais je ne sais plus qui parlait avant, qui disait qu'il y avait un outil, une calculette sur Azure qui permet de le faire. Sur AWS, très honnêtement, alors peut-être qu'il y a un truc qui existe, moi, je n'ai jamais vu. D'accord. Mais donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que je n'ai jamais vu. Merci. Confirmé que ça n'existe pas pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Cyril, chez AWS, sur lesquels on travaille dur, définitivement. Okay, justement, j'allais le demander, mais c'est parfait, tu as pris la parole, donc parfait. Merci Cyril. Une autre question, peut-être? Ou à Tristan aussi, c'est possible de retourner au premier talk si certains veulent rembobiner un peu. Bon, j'en déduis que c'est à peu près bon. Soit c'était clair, soit c'était boring. À la limite, j'avais une question pour Tristan, s'il est toujours avec nous. Je suis là. Il n'y a pas longtemps, il y a le SIGREF et le Shift Project qui ont sorti leur rapport sur la sobriété numérique. Et du coup, je me demandais si vous aviez participé chez Green Vision à la GIT et puis ce que tu en pensais, si tu as eu le temps de... moi, je n'ai pas d'avis, je sais qu'on y a participé. Moi, je n'ai pas les éléments là-dessus, mais oui, je sais qu'on est impliqué dans ces sujets-là très clairement, oui. Peut-être un point pour répondre juste au sujet d'avant sur l'évaluation environnementale. Il y a un sujet qui se pose souvent à la GIT sur l'évaluation de la performance des data centers, mais et peut-être d'ailleurs à mon corps défendant, j'ai peut-être présenté le PUE comme étant un indicateur de comparaison, mais globalement, on a aussi sorti un document qui s'appelle le PUE est-il un bon indicateur environnemental?
Et clairement, on met en avant que c'est pas aussi simple que ça, parce que ça prend pas en compte la localisation énergétique, ça prend pas en compte le décommissionnement d'équipements. On enlève des équipements d'un data center, potentiellement on dégrade son PUE, ce qui pourrait laisser penser que c'est moins bon. Donc pourquoi je dis ça? Pour dire que quand bien même il y aurait des outils chez Microsoft, chez AWS ou autres, dont on peut discuter ou pas de la pertinence, c'est un sujet, mais avant que ces outils produisent des données comparables, je pense qu'il va se passer un certain temps. Voilà, on va dire ça comme ça. L'harmonisation de toutes les normes est plutôt compliquée. Oui, parce que encore une fois, chacun a un peu tendance à présenter le bout qui l'intéresse et forcément à ne pas mettre en avant, en exergue, ses éventuels défauts. Est-ce que c'est pas justement en passant par des organismes externes, comme ce qui peut être fait sur les aspects de sécurité, qui permettrait en fait de niveler les... Ça pourrait, tu as raison, mais en fait, en un sens, si on compare des choses strictement comparables, et pour prendre un exemple de se dire, voilà, j'en sais rien, je suis fabricant de chaussures et j'ai des services informatiques dans un data center, ben peut-être que l'indicateur pour moi en tant que fabricant de chaussures, ça va être le nombre de chaussures divisé par ma consommation énergétique. Je simplifie très grossièrement, volontairement. Donc si on compare avec le même fournisseur des mêmes chaussures à côté, oui, peut-être que ça va avoir du sens, mais la réalité fait qu'il y a plein de petits services, fonctions et autres qui font que même dans l'informatique, c'est rarement strictement pareil à côté. Donc je pense que c'est très compliqué. Et je t'avoue que moi, ta présentation m'a convaincu du caractère absolument imprédictible des coûts du cloud. J'en étais déjà convaincu un peu avant, mais alors là, je m'aperçois qu'on est finalement plus dans l'analyse a posteriori qu'avant. Donc ça ne me rassure pas sur les perspectives. On fait des estimations. Moi, je bosse sur plein de projets et on prend les architectures, on fait des estimations avec les outils qu'on a et on définit des budgets, on suit au fil de l'eau si les budgets correspondent à ce qu'on avait défini ou pas aussi pour raffiner un peu notre méthode de calcul. Donc, on estime et puis on suit. C'est un peu, je dirais, un mécanisme à double usage, quoi. Tu vois, voilà, on fait les deux. Est-ce que tu prédis les évolutions contractuelles et financières des opérateurs de cloud qui disent au fait, ce mois-ci, c'est plus ce prix-là, c'est ce prix-là, et puis on compte plus les cœurs, on compte ceci, et voilà. C'est vrai dans le monde on-prem aussi, hein, les évolutions. Oui, c'est vrai aussi, mais sauf que ce qui est en on-prem, dans un certain nombre de choses dont on a pu acquérir la licence de manière définitive, après on n'a plus d'évolution, mais on a une maîtrise du coût qui est quand même ça peut être aussi supérieur. Ça peut être aussi dans l'autre sens. On a souvent, alors je parle là sur AWS, moi j'en fais beaucoup, on a souvent des réductions de prix en fait aussi, hein, sur AWS. Donc voilà, je pense que ça s'équilibre grandement, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Une dernière pour finir, une ou deux dernières? Une question pour Julien. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, bonsoir, donc Frédéric. Julien, dans tes différents projets, est-ce que tu as eu à gérer, comme tu parlais tout à l'heure de la réservation et des réservations ou non-réservations d'instances, puisque des fois, quand on réserve une instance, on a une réduction jusqu'à 110%. Le problème, c'est que peu de temps après, AWS, faut pas le nommer, va sortir quelque chose qui est encore plus économe ou à un instant T, ça va devenir plus cher. Est-ce que tu as eu à gérer des projets où tu te passais plus dans des modes Docker, Kubernetes et donc container pour gérer justement la partie tarification et rechercher la meilleure réponse à l'instant T et plutôt être dans un mode vulgairement parlant Kleenex où tu réinstancies au fil de l'eau pour toujours essayer de rechercher le meilleur gain économique? Alors, je l'ai eu et en fait, ce qu'on a fait, c'était il y a déjà 1 an et demi ou 2, et en fait, c'était du réserve instance sur de la partie compute pour faire du Kubernetes. Donc, on réservait la partie de compute en dessous, ce qui ne répond pas forcément aux besoins parce qu'effectivement, après, sur 1, 2, 3 ans, ça peut évoluer. C'est ce que je trouve pas mal avec la partie saving plan, c'est qu'on a une flexibilité qui est beaucoup plus
plus intéressantes, notamment en termes je crois qu'on peut changer de région, de taille d'instance, etc., etc. Mais maintenant, ça pose un autre problème que tu évoques, qui est la refacturation des environnements conteneurisés. Où là, en fait, nativement, il n'y a pas d'outils qui existent aujourd'hui. On passe par d'autres outils, notamment sur les plateformes Kubernetes, avec un outil qui s'appelle KubeCost, qui permet de voir en fait qu'est-ce qu'on consomme. J'ai bon espoir qu'à l'avenir, ce soit intégré, parce que les plateformes de conteneurs managés sont relativement récentes en fait, quand on compare avec l'apparition des plateformes cloud. Voilà. Je pense qu'il faut jongler avec les deux, quoi. Ouais, parce que la question, et tu l'as abordé très rapidement, c'est aussi la partie telco, où là, le fait de se balader de région en région, tout ce qui est sortant et suivant l'empreinte et la verbosité, on va dire, de l'application ou du SI, fait que tu peux exploser vite fait les coûts. Et là, j'ai personnellement, et puis pour avoir échangé avec un certain nombre de personnes, on n'arrive pas à trouver de modèle ou de choses on va dire qu'on ferait du prédictif, quoi, avec de l'IA, essayer de faire un peu de prédictif sur ces parties-là, parce que c'est souvent, effectivement, on arrive à avoir des retours sur investissement, le fait d'utiliser ces mécanismes-là, mais le TCO ou le ROI, on l'appellera comme on veut, il est complètement tanké par les coûts de telco, quoi. Donc, on a du mal à trouver le bon point d'équilibre ou l'arbitrage entre les deux, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire prédictif en plus sur l'activité de l'utilisateur. Donc, c'est encore un axe supplémentaire que là, on après, normalement, si on prend vraiment de la hauteur, normalement, ton application, elle est là pour générer de la valeur. Et plus tu as d'utilisation, plus potentiellement, d'un point de vue métier, tu génères aussi de la valeur. Donc, on augmente le chiffre d'affaires. Voilà, on augmente le chiffre d'affaires en espérant que la marge opérationnelle fasse que ça couvre les coûts de telco. Et blablabla, et blablabla. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais voilà. Pas des grands patrons. Non, mais l'idée, il y a aussi cette idée sur certains modèles très avancés qui serait de lier. Bon, après, ça dépend du business, mais qui serait de lier en fait l'activité de l'utilisateur et le revenu généré avec les dépenses en infrastructure pour trouver en fait le ratio. Mais là, c'est assez complexe et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend complètement du métier et dans 80-90% des cas, notamment sur des entreprises qui sont qui ont un business assez traditionnel, ça va être difficile. Mais bon, voilà, c'est l'idée, quoi. Et si tu as un use case spécifique, au plaisir de prendre une demi-heure, 1 heure pour en discuter avec toi. Ok. Si moi, je t'ai invité sur LinkedIn, donc voilà. Ok, avec plaisir. Bon, c'est sympa cet échange. On a hâte de reprendre un peu les meet-up physiques pour pouvoir échanger comme ça après avec autour d'une bière, mais c'est sympa de reproduire ça un peu à distance. Ça, c'est la meilleure partie. Ça, je suis en phase, pas de problème. J'ai répondu au sondage et je vous invite à regarder ce que j'ai répondu en 7 et 8. Voilà, par rapport à ce que tu viens de dire, Antoine. Je suis bien d'accord pour la 3e mi-temps. Voilà, et d'organiser les choses. Une dernière question peut-être, oui, 19h15, on va rentrer dans nos pénates après, ne pas immobiliser tout le monde. C'est bon pour moi en tout cas. Merci à vous. Merci en tout cas à tout le monde d'être venu. On continue l'année prochaine. Voilà, bientôt des nouvelles du groupe là. On finalise le prochain rendez-vous. Voilà. Merci à tous. Bonnes vacances, bon Noël, bonne année. Reposez-vous bien et puis on se revoit très prochainement. Et merci à Tristan et merci à Julien surtout. Merci à vous. Bonne année. Bonne soirée. Bonne soirée pyjama pour le 31. Voilà. Julien, tu as fait de l'ombre à Werner en plein pendant la keynote de Werner. En plus, tu as parlé d'AWS, donc c'était courageux. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.